la cellule sans le vinaigre, l'eau chaude et les racines de fenouil séchées. Sur la table se trouvent des bouquets d'hysope et de camomille, à côté d'un mortier, de bols et de bandages en lin propre. Une femme adulte souffrant de frissons, après un long voyage, a été amenée à l'infirmerie, où l'attend une religieuse souffrant de maux de tête et de faiblesse après avoir veillé toute la nuit. Ici, les prières côtoient les soins, le bruit de l'eau bouillante n'est pas moins fréquent que les psaumes, et les notes, soigneusement prises sur le parchemin, sont aussi importantes que l'ordre dans le service. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Écrivez-nous pour nous dire de quelle ville et de quel pays vous nous regardez, si vous avez déjà rencontré des histoires où le souci de la santé se heurtait à la peur de parler du corps. Laissez vos commentaires, votre expérience est importante. Installez-vous confortablement, bonne écoute. Nous allons voir comment la prieure Hildegarde de Bingen écrivait sur les sucs féminins et les herbes, en essayant de maintenir un équilibre subtil entre la règle et la pratique, et comment ces textes ont survécu à la polémique pour devenir un guide de soins. Au XIIe siècle, la vie monastique était régie par l'obéissance, le travail et le silence. Mais sur les rives du Rhin, des patients adultes se pressaient régulièrement aux portes, des laïcs après des jeûnes épuisants, des femmes souffrant de fièvre dues à l'eau croupie, des veuves aux pieds ulcérés, des artisanes souffrant de brûlures, des chanteuses ayant mal à la gorge. Dans les hôpitaux urbains, on exigeait des paiements et des herbes médicinales. Au monastère, on accueillait les patients en comptant sur les aumônes et les récoltes du jardin. C'est ainsi qu'est née une règle: faire bouillir l'eau, aérer les cellules, laver à l'acide, réchauffer avec précaution, nourrir modérément, laisser dormir. Hildegarde consignait cela dans un langage compréhensible à son époque. Chaleur et froid, humidité et sécheresse, circulation des sucs, puissance des herbes, à côté, les dosages, la durée, les signes d'amélioration. Ce n'était pas un défi aux mœurs, c'était de l'ingénierie des soins. Le premier mythe, selon lequel l'Église aurait tout interdit, est démenti par les manuscrits qui mentionnent le fenouil pour les spasmes, l'hysope pour l'essoufflement, la sauge pour la faiblesse, les lavages au vinaigre pour les ulcères, l'arrêt des saignées excessives chez les femmes adultes épuisées en hiver. Le principal risque ne venait pas du texte, mais des habitudes de la ville. Rafraîchir le sang par des incisions, maintenir le sacrifice, du jeûne dans le froid et la pauvreté, appliquer de la laine grossière sur les plaies. Le monastère répondait par des chiffres, des mots écrits. Après tant de jours de compresse, l'odeur et la douleur disparaissent. Après l'arrêt des saignées, le teint revient. Avec le sommeil diurne, les tremblements et les vertiges diminuent. Le papier devenait un bouclier. Mais plus le langage était précis, plus il était facile de le transformer en accusation. Les listes, sur l'humidité du bas et la dissolution de la gêne par la chaleur d'une femme adulte, étaient recopiées hors contexte et présentées comme de la hardiesse. En réponse, l'infirmerie a réduit les métaphores au minimum et a associé chaque formule à une procédure. Le volume de la cruche, le nombre de lavages, la température au toucher, la durée du repos pendant autant de psaumes, les critères d'annulation de la saignée, visage gris, pouls rare, refroidissement des mains. Les visiteurs, habitués à saisir les mots, se sont heurtés à l'emploi du temps et à la comptabilité. Il est plus difficile de discuter avec de l'eau bouillante et un tissu propre qu'avec une image. Parallèlement, un réseau de petits cabinets s'est développé. Des couloirs de chaleur et de silence ont été mis en place, des heures pendant lesquelles l'eau bouillante devait être disponible sans délai dans la cellule, et après les lavages, un court repos et de la nourriture étaient, je garantis. Dans les registres, cela semblait maigre, mais cela réduisait les tremblements et le nombre d'évanouissements. Le jardin médicinal était lié au calendrier.
l'hysope et la sauge séchaient plus rapidement. La menthe était utilisée pour les infusions destinées à faciliter la respiration. Dans les cellules, les chiffons en laine étaient interdits pour soigner les plaies. Seul un tissu propre était autorisé. Dans la cuisine, le régime alimentaire des personnes épuisées était modifié. Soupe chaude, petites portions d'eau bouillie, vin modéré pour réchauffer le sang sans le surchauffer. La prudence devenait systématique. Pendant ce temps, le climat politique changeait. Dans les terres de l'empereur, les disputes avec les chers s'intensifiaient et toute lettre contenant des mots charnels pouvait devenir un prétexte. Une partie des frères proposait de se taire. Hildegarde choisit la discipline des formulations. Tout ce qui ne pouvait être prononcé sans tentation était remplacé par le climat, le travail, la nourriture et le repos. Mais les dosages, la durée et les signes d'amélioration restaient. C'est ainsi qu'un compromis vit le jour. Un langage sec, des procédures détaillées. Premier revirement. Des visites avec pour exigence de réduire les détails. Elles visaient à supprimer la saisonnalité et le travail des sections consacrées aux femmes adultes. Le monastère a montré des marques dans les marges, signe que la ligne a été vérifiée par les résultats et ne peut être remplacée, et des tableaux, là où la saisonnalité a été conservée, moins d'évanouissement. Là où les indications sur le travail ont été conservées, il y a moins de douleur après la lessive. Deuxième tournant. Augmentation des décès due aux pratiques purificatrices dans la ville. Le monastère a répondu par des notes sans mots, dangereux, signe d'épuisement, séquence de salut. Troisième tournant. Économique. Les dons ont été convertis en nature, bois, tissu, vinaigre, en fonction des résultats, et la dépendance à la rhétorique s'est affaiblie. C'est ainsi que commencent ces années. Les cellules conservent l'eau bouillante et les registres, le jardin, les étagères de séchage, le scriptorium, les lignes marquées au fer rouge. Là où le mythe brandit la honte, le document étale ses toiles et consigne le résultat. Et tandis qu'un nouvel hiver apporte l'humidité dans les murs, c'est précisément cette précision ennuyeuse qui permet de parler du corps des femmes adultes avec le langage des soins et non celui de la peur. Dans les monastères voisins, les copistes transposaient les listes d'herbes et les routines de soins avec une terminologie prudente, mais l'inquiétude se propageait plus vite. Si le texte mentionnait encore la circulation des sucs chez les femmes adultes, cela ne signifiait-il pas que le monastère avait franchi la ligne rouge? Les chapitres demandaient de la retenue, car le climat politique était instable. Le pouvoir des chers et des protecteurs séculiers se mesurait en papier, et une ligne de trop pouvait facilement devenir un motif de suspicion. Dans l'infirmerie, cela se ressentait immédiatement. Chaque correction linguistique coûtait 1 heure à la bassine, chaque visite d'un fonctionnaire entraînait des retards dans les lavages. En hiver, les poêles réchauffaient à peine la pierre, l'humidité montait du sol et toute l'économie se transformait en comptabilité. L'eau bouillante par seau, le vinaigre par cruche, le tissu par morceau, la sieste par psaume. Dans les registres, où l'on indiquait la plainte, la mesure et le résultat en mots, s'accumulaient les arguments contre le mythe, l'Église interdisait tout. Les patientes adultes sortaient de la chaleur après les lavages au vinaigre, les personnes épuisées se remettaient lorsqu'on cessait les saignées immodérées et qu'on leur apportait chaleur, nourriture et repos. Les ulcères se refermaient sous un tissu propre au lieu de laine grossière. Mais le langage restait vulnérable. Il suffisait de sortir une phrase de son contexte pour que la formule prudente « gêne dans le bas » devienne trop audacieuse sur le marché. Pour ne pas se noyer dans la rhétorique, on a construit un cadre sécurité, modération, vérifiabilité, eau bouillie, aération, refus des bandages sales et des purifications en cas de signe d'épuisement. Ration modérée et restrictions alimentaires pour les femmes adultes en hiver. Enregistrement quotidien des résultats. Combien de temps ont duré les tremblements?
Quand le teint est-il revenu? Après combien de lavages l'odeur a-t-elle disparu? Lors des visites, on apportait des coupures de presse contenant des mots suspects et le monastère disposait à côté des cartes de soins sur le terrain. Une cruche d'un certain volume, un linge d'une certaine largeur, une température, à portée de main, des couloirs chauds et calmes, des signes d'annulation de la saignée, visage gris, pouls rares, doigts froids. Les opposants cherchaient des images, mais voyaient un emploi du temps. Il ne fallait plus discuter de la métaphore, mais de la procédure. Pendant ce temps, l'économie urbaine de l'art purificateur avait des conséquences graves. Les femmes s'évanouissaient après les incisions dues à la faim et au froid. Le rafraîchissement du sang provoquait des tremblements et un sentiment de vide. Le monastère répondait par des notes sans ambiguïté. Reconnaître l'épuisement, réchauffer, donner à boire de l'eau chaude par petites gorgées, arrêter les incisions, laisser dormir et donner des aliments mous. Ces feuilles, recopiées sur du parchemin bon marché, circulaient dans les églises et les blanchisseries plus rapidement que les sermons et réduisaient le nombre de cas graves simplement grâce à la force d'un algorithme compréhensible. Au sein de la communauté, la peur de se disperser a fait place à l'expérience. Les données montraient qu'après 3 jours de compresse, la puanteur disparaissait. Après 5 jours, les bords des plaies se refermaient. Après 7 jours, la résistance au travail léger revenait. L'arithmétique des résultats l'emportait sur l'habitude des gestes sévères. Afin de protéger le texte d'une désinfection consciencieuse, les manuscrits ont été marqués d'un sceau indiquant que la ligne avait été vérifiée dans la pratique et ne pouvait être remplacée. Les copistes ont reçu l'ordre de se référer à une liste type où la phrase était accompagnée de la procédure et d'un exemple de résultat. Parallèlement, le jardin médicinal et la logistique ont été renforcés. L'hysope et la sauge étaient séchés près du côté ensoleillé, la menthe était utilisée dans des infusions respiratoires, les tonneaux de vinaigre étaient pris en compte pour la saison des fièvres, les couloirs de chaleur étaient fixés dans l'emploi du temps afin que l'eau bouillante ne refroidisse pas sur le chemin vers la cellule, et les couloirs de silence offraient au corps un repos bref mais protégé. Lorsque la nouvelle commission a exigé des réductions appropriées afin de supprimer la saisonnalité et le travail des sections consacrées aux femmes adultes, le monastère a présenté un registre. Là où la saisonnalité et le travail sont pris en compte, il y a moins d'évanouissement et de vertige après la lessive. Là où ils ont été supprimés de la liste provisoire, les crises reviennent. C'est ainsi que le mythe trop audacieux s'est heurté aux documents trop mesurables. Les citadins eux-mêmes, habitués à compter les cruches de vin et les sacs de céréales, ont transformé l'aumône en nature, bois, tissu, vinaigre, en liant les livraisons aux résultats. Combien a été lavé? Combien a été réchauffé? Combien de personnes sont retournées au travail? Dans cette comptabilité, les soins ont acquis une autonomie par rapport à la rhétorique. Et lorsque des tracts sur la honte comme remède ont de nouveau été distribués sur la place, un texte bien plus convaincant était affiché à l'entrée de l'hôpital, des listes de ce qui avait été fait et des résultats obtenus. Moins de fièvre mortelle, moins d'ulcères nauséabonds, moins de personnes émaciées s'évanouissant. Ainsi, la deuxième ligne du récit était consolidée non pas par un slogan, mais par une procédure. On peut parler du corps des femmes adultes dans la mesure où chaque mot est associé à un sceau, à un drap et à une ligne de comptabilité, et c'est là le langage qui survit à toute visite. À l'infirmerie, on a renforcé la comptabilité, comme si chaque bol d'eau bouillante était une ligne dans le compte de la vie. Le matin, on notait combien de cruches avaient été utilisées pour les lavages. L'après-midi, on enregistrait les compresses et le repos. Le soir, on inscrivait la réaction du corps. Les tremblements avaient-ils disparu? Le visage s'était-il éclairci? L'odeur des plaies s'était-elle atténuée? Les patientes adultes
cessèrent d'être une foule anonyme. L'âge, la saison, le travail, la nourriture, le logement, tout devenait un facteur de soin. En même temps, on introduisit la règle des 2 mains pour les cas graves. Une infirmière tient la chaleur et l'eau, la seconde surveille la respiration et le pouls afin d'annuler à temps les pratiques dangereuses. Dans les marges du manuscrit, à côté des sections consacrées aux femmes adultes, apparaissaient des marques indiquant les lignes vérifiées et des indications sur les signes météorologiques, comment la peau change sous l'effet du vent du nord, comment le froid de la pierre resserre les muscles, comment l'humidité de la cellule provoque des spasmes. Le langage restait sec, mais il reposait sur une mécanique dense, difficile à extraire du texte sans en perdre le sens. Les moralistes urbains ont changé leur angle d'attaque. Au lieu d'accusations directes de témérité, ils ont promu la formule du luxe des soins. Selon eux, les tissus doux, l'eau bouillante, le vinaigre et la sieste relâchent en la discipline. Ce mythe tentait de dévaloriser l'économie sanitaire la plus simple. Le monastère a répondu par des chiffres. Là où il y a des tissus propres, les plaies pourrissent moins souvent. Là où l'eau bouillante arrive sans délai dans les cellules, les fièvres tombent plus rapidement. Là où les femmes adultes épuisées peuvent faire une courte sieste pendant la saison froide, il y a moins d'évanouissement et de perturbations dans l'ordre des prières. À cela s'ajoutait la transparence économique. Un inventaire du bois, du vinaigre, des tissus et des herbes en fonction des pics saisonniers de maladies. Les administrateurs, habitués à compter les sacs de céréales, ont vu le sens de cette texture ennuyeuse et ont converti une partie des aumônes en quotas en nature, libérant ainsi les soins du chantage des bons mots. Le 3e tournant a été la tentative externe de créer un registre des lieux séduisants. Plusieurs ecclésiastiques ont proposé une révision préalable obligatoire de toutes les descriptions de douleurs abdominales, de crampes et de humidité, même lorsqu'il s'agissait de femmes adultes en état d'épuisement. Des extraits dépourvus de contexte et un projet de liste d'expressions interdites ont été déposés sur la table. En réponse, le monastère a déployé ses cartes de terrain. À côté de chaque phrase suspecte figurait un schéma de la procédure, une mesure, un signe d'arrêt, le résultat attendu et un exemple tiré du registre. Là où le mot remplaçait le détail, il y avait un risque d'incompréhension chez les sœurs. Là où la procédure restait, le résultat restait prévisible. Cette logique a été formulée dans une norme neutre pour tous les dossiers médicaux, sans distinction de sexe. Objectif, moyen, mesure, seuil d'annulation, enregistrement par jour. Renoncer à la norme signifiait reconnaître que le débat ne portait pas sur la morale, mais sur le droit de ne pas rendre de compte. La norme a été adoptée et le registre des endroits séduisants a perdu de son mordant. Entre-temps, la saison chaude est arrivée en ville, une saison qui ne guérit pas, mais qui gangrène. Les fièvres errantes se multipliaient dans les cours exigus et les femmes adultes, souffrant d'ulcères et dégageant une mauvaise odeur, affluaient à l'infirmerie. Des notes succinctes sur l'hygiène domestique ont fait leur apparition dans les manuscrits. Faire bouillir l'eau, garder la vaisselle loin des fossés d'égout, changer les tonneaux stagnants, ne pas mettre de laine sur les surfaces purulentes, aérer, sécher le linge à l'air libre et non dans la fumée. Ces feuilles, réécrites en gros caractères, se sont répandues sur les marchés plus rapidement que les sermons. En réponse aux murmures sur le luxe, le monastère a organisé une visite des couloirs chauds et calmes pour les confréries de charité. Des cruches d'eau bouillante, des bancs pour se reposer, des changements de garde. Après une telle visite, même les personnes les plus sévères avaient du mal à voir dans ces soins une forme de complaisance. À l'intérieur de la cellule, une autre tâche invisible était à accomplir, l'usure de ceux qui prodiguaient les soins. Les mains étaient gercées par le vinaigre et l'eau, les dos étaient douloureux à force d'être constamment penchés, les yeux étaient aveuglés par la pénombre.
Hildegarde a mis en place un régime de récupération. Après une semaine difficile, chaque sœur suit un court cycle de réchauffement des mains, de sommeil et de nutrition. Le changement de poste ne dure pas plus longtemps que le temps convenu. Après les heures de nuit, ceux qui s'occupent des soins ont le droit de faire une sieste. Ces points semblaient inhabituels, mais le registre a montré un effet indirect. Lorsque les soignants conservent leur force, il y a moins d'erreurs dans les mesures, moins de ruptures dans les couloirs de chaleur, et les résultats sont plus stables. Ainsi, la discipline médicale s'est étendue à la prise en charge de ceux qui maintiennent le système. Une nouvelle menace est venue des scriptoria, les coupures volontaires. Les copistes, craignant les visites, ont effacé les indications subtiles. Comment déterminer la température à la main, combien de temps maintenir la compresse, quand arrêter le réchauffement. Le monastère a répondu par une double protection, un index des listes modèles, où chaque ligne vérifiée était accompagnée d'un exemple tiré du registre, et des cachets dans les marges, interdisant toute modification sans la décision du Conseil des Sœurs et de l'économe. Même les clercs les plus stricts comprenaient ces cachets. Ce n'était pas un signe de courage, mais de responsabilité quant aux résultats. Dans l'original et les copies, les traces de main, d'eau bouillante et de temps sont devenues des marques aussi importantes que la signature. Sur les places publiques, on continuait à distribuer des tracts sur la honte comme remède. Leur persistance s'expliquait simplement. La peur n'a pas de frais logistiques. Les soins sont coûteux, eau, bois, tissu, temps. Afin de conserver ses ressources, le monastère a mis en place un réseau d'échange avec les confréries artisanales. Des tissus contre des cours de pansement, du bois contre des instructions sur l'évacuation en cas d'incendie, du vinaigre contre des cours sur l'ébullition de l'eau. En échange, les confréries ont commencé à tenir leur propre mini-registre des résultats. Lorsque les fièvres ont diminué dans le quartier où l'on faisait régulièrement bouillir et aérer l'eau, et qu'elles ont augmenté dans le quartier voisin où l'on distribuait des tracts sur la honte, la controverse s'est éteinte d'elle-même. En été, des incendies ont ravagé la ville. Brûlures, suie, suffocation. Les sections des manuscrits ont été complétées par des instructions succinctes mais précises. Ne pas percer les cloques, adoucir la peau avec des compresses de vinaigre de vin, appliquer une chaleur uniforme avec un tissu plutôt qu'avec du feu, surveiller la respiration et ne pas surchauffer. Ces pages ont été écrites sans controverse. Quand une maison brûle, on ne discute pas de courage. Les hommes des confréries ont appris des sœurs à maintenir les couloirs au chaud et au calme, et le langage des soins est devenu commun. Le ton des accusations précédentes s'est adouci. Il est difficile de qualifier de luxe ce qui sauve la main d'un forgeron ou la voix d'un chanteur, tout comme il soulage la douleur d'une femme adulte. À l'automne, on a tenté de rétablir l'ancien levier par le biais de l'accréditation des mots corporels. Le projet exigeait de coordonner toute expression de douleur dans le bas-ventre et de spasme. La réponse fut une lettre publique énonçant les principes des soins, affichée sur les portes et envoyée aux confréries, la dignité du patient adulte, un minimum de propreté et de chaleur comme devoir de la communauté, la modération contre les extrêmes, la vérifiabilité par le biais de l'enregistrement. Il ne touchait pas au dogme et n'abordait pas les questions de foi. Il liait la main près du seau, au droit de celui qui était allongé sur le banc. S'opposer à une telle charte revenait à dire non à l'eau bouillante et au tissu propre. Politiquement, cela semblait désavantageux, et le projet s'est éteint. À cette époque, les textes et les registres ont commencé à fonctionner comme un réseau silencieux. Les ménagères ont cessé de faire sécher le linge dans la fumée. Les blanchisseries ont introduit des quarts de travail pénibles pour les femmes adultes. Les médecins de la ville ont convenu d'un seuil hivernal pour les saignées, en cas de signe d'épuisement, refus, au lieu d'incision, chaleur, eau, nourriture, sommeil. Les registres étaient remis aux tuteurs
avec des chiffres et des mots. Combien de cas de tremblement ont été soulagés par des couloirs chauffés? Combien d'ulcères ont été recouverts de tissus propres? Combien d'évanouissements ont disparu après l'abandon des incisions? Combien d'eau a été bouillie et consommée? Le mythe du luxe des soins s'est avéré impuissant face à la comptabilité de la survie. Cette victoire aride a un coût humain qu'il ne faut pas oublier. Les femmes adultes ont retrouvé lentement le sommeil et leur force. Les soignants étaient hâte courbés par le travail. Les scribes étaient fatigués de la peinture et de la peur de se tromper dans leurs mots. Mais c'est précisément un ensemble de petites décisions qui a maintenu le fragile équilibre entre le règlement et l'infirmerie. Si demain, une nouvelle lettre sur la retenue de la langue apparaît, elle ne sera pas accueillie par des cris, mais par une série d'actions immuables, de l'eau bouillante à la cellule à temps, un tissu propre sans poils, du vinaigre en petite quantité, des couloirs chauds et silencieux, des lignes marquées sans coupure, l'enregistrement des résultats par des mots. C'est ce document qui survit à toute visite, car il n'est pas signé à l'encre de l'autorité, mais par le soulagement de la douleur de ceux qui se lèvent du banc et reviennent à la vie. À l'automne, alors que le brouillard des plaines inondables flottait entre les bâtiments et les caves, des mains étrangères se sont à nouveau refermées sur l'infirmerie, mais cette fois-ci, le coup n'est pas venu à travers des mots sur le courage, mais à travers une accusation de débauche scientifique. Plusieurs clercs zélés ont rassemblé un dossier de coupure de presse où ils ont soigneusement extrait des manuscrits des formules sur la chaleur dans le bas-ventre, sur la gêne et le mouvement des sucs chez les femmes adultes, ont accompagné cela d'une liste d'histoires sans date et ont attribué à ces lignes précisément le fait qu'elles incitent à la débauche. Le document semblait convaincant car il était dépourvu de saleté et de quotidienneté. Il ne contenait pas l'humidité des cellules, les estomacs vides, les bandages pourris, les corps épuisés qui tremblent de faim et de froid. L'accusation a porté atteinte à la réputation et au portefeuille. Une partie des administrateurs s'est figée, remettant à plus tard les cruches de vinaigre et les rouleaux de tissu en attendant des explications. Dans les cellules, cela s'est immédiatement fait sentir. L'eau bouillante arrivait plus tard pour les lavages, les réserves de tissu propre fondaient plus vite que les nouvelles livraisons n'arrivaient, et les couloirs de chaleur ont commencé à présenter des dysfonctionnements. Le soir, des lignes supplémentaires apparaissaient dans le registre, les tremblements duraient plus longtemps, le sommeil venait plus tard, l'odeur des plaies disparaissait, non pas au 3e jour, mais au 4e ou au 5e. Ainsi, l'éloquence du papier est devenue un facteur direct de souffrance. Le monastère a répondu non pas par l'indignation, mais par la collecte de preuves de départ. Un paquet compact mais dense a été envoyé au tuteur et à la curie. D'un côté, une liste exemplaire avec des cachets, où chaque ligne dangereuse était accompagnée de la procédure, de la mesure et du signe d'arrêt. De l'autre, un registre roulé des résultats des derniers mois, où les mots étaient remplacés par des chiffres, combien de lavages, combien de cas d'annulation de saignée chez des femmes adultes épuisées, combien de jours il fallait pour que les tremblements et l'odeur disparaissent, combien de nuits il fallait pour que la respiration redevienne régulière. Le paquet était accompagné d'un calendrier herbier enroulé et d'une liste des dépenses en nature, bois, vinaigre, tissu, avec une note indiquant quel pic d'activité nécessitait quelle réserve. Cela ressemblait à un rapport économique, mais il cachait une éthique. Les soins sont transparents, le résultat est vérifiable, le langage est minimaliste et les accusations sans fondement pratique perdent tout leur poids. Les autorités municipales, ne souhaitant pas prolonger le scandale, proposèrent une contre-vérification, une inspection conjointe de la cellule et du jardin, avec la participation du médecin municipal. Ce fut une visite pénible, car chaque minute avait un prix. Mais c'est précisément cela qui marqua un nouveau tournant. Le médecin, habitué à la fierté artisanale, a vu que dans les cellules,
on ne se disputait pas à propos des mots, mais qu'on respectait les horaires et la température à la main, que les couloirs de chaleur n'étaient pas une métaphore vide de sens, mais l'itinéraire des cruches entre la cuisine et l'infirmerie, que les bandages étaient changés toutes les heures et non selon l'inspiration. Il a également vu le revers de la mode purificatrice urbaine. Des femmes adultes au visage gris, au pouls faible, aux mains glacées, après avoir été exposées à la faim et au froid. Le rapport mentionnait la nécessité de prendre des décisions communes concernant les saignées en hiver. En cas de signe d'épuisement, il fallait les refuser et, au lieu des incisions, privilégier la chaleur, les lavages au vinaigre, une alimentation modérée et le sommeil. Ce document n'abrogeait pas la tradition, il introduisait un seuil en dessous duquel l'incision devenait une menace. L'accusation s'est affaiblie, car on a commencé à la comparer, non pas à des lieux communs, mais à une procédure commune. Entre-temps, il fallait réparer une autre faille, les volontaires blanchisseurs dans les copies. Les copistes des scriptoria voisins, par crainte des visites, effaçaient les repères précis, durée des compresses, signes d'annulation des réchauffements, indication de température. En conséquence, au lieu d'un guide, on obtenait des résumés pieux, faciles à mal interpréter. Le monastère a réagi par une double mesure. En plus des marques dans les marges, une liste d'exemples parallèles a été introduite où l'on décrivait minutieusement 2 cas représentatifs pour chaque formule vulnérable. Si les mots « gêne » et « chaleur » étaient rayés à certains endroits, des mots tout à fait sûrs tels que « frisson », « refroidissement des mains », « pouls rare » et « douleur » qui disparaissaient après le réchauffement et le repos restait à côté. Cette liste d'exemples est devenue aussi importante que le manuscrit lui-même. Elle traduisait une terminologie prudente dans un langage d'observation auquel il était plus difficile de trouver à redire. Les copies ont cessé de se réduire à néant et avec elles, les détails ont cessé de disparaître. Au sein de la communauté, un autre type d'usure s'est développé, l'usure morale. Les sœurs, qui pendant des années avaient tiré l'eau bouillante et les tissus, ont commencé à se lasser non seulement du travail pénible, mais aussi de l'habitude de tous ceux qui les entouraient de douter de chaque mot du texte. Afin de ne pas faire s'effondrer le système sous le poids de la méfiance, la direction a instauré des rituels de soutien aux soignants, de courtes pauses de prière sans visite, un léger réchauffement des mains après un long service, un changement de seau selon un horaire précis, un déjeuner léger obligatoire si le service se déroule debout sans interruption. Dans les registres, cela apparaissait comme un résultat indirect mais important. Le nombre d'erreurs dans les mesures a diminué, il y a eu moins de ruptures des couloirs de chaleur et de silence, les soins nocturnes sont devenus plus stables. Prendre soin de ceux qui prennent soin des autres n'était pas un luxe, mais une condition de survie pour les patients. Parallèlement, un débat houleux faisait rage dans les rues. Les tracts sur la honte comme remède étaient à nouveau publiés, mais cette fois-ci, ils n'étaient plus accueillis avec une foi aveugle, mais avec un réseau de petites pratiques. Les femmes au foyer faisaient souillir de l'eau plus souvent et séchaient le linge au vent plutôt que dans la fumée. Les blanchisseries ont instauré des horaires allégés pour les femmes adultes après une fièvre. Les confréries ont distribué du vinaigre dans les quartiers humides et surpeuplés. Les maisons de marchands ont distribué du tissu selon un plan, et non pour les fêtes, car elles avaient appris à lire les registres des décès. L'économie des soins remplaçait l'économie de la peur. Ce n'était pas un miracle, mais le fruit d'une planification fastidieuse. Couloirs, cruches, toiles, cachets, comptabilité. Peu à peu, le ton du pouvoir extérieur s'est également uniformisé. Les fonctionnaires diocésains, effrayés par le scandale, ont reçu du monastère un ensemble de documents irréprochables sur le plan formel, une norme neutre pour les dossiers médicaux, où l'on exigeait pour chaque cas l'objectif, la procédure, la mesure, le seuil d'annulation,
Le résultat attendu, la comptabilité journalière, une liste des termes autorisés pour les copies, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, une clause sur la prise de décision conjointe concernant les saignées pendant la saison froide. Un tel ensemble de mesures privait le sujet de tout caractère sensationnel. Pour imposer une interdiction pour le simple plaisir d'interdire, il fallait désormais insister sur ce qui semblait déjà relever du bon sens: eau bouillante, tissu propre, modération, comptabilité. Personne ne voulait être celui qui s'opposerait à ces mots. Mais même lorsque le papier s'est calmé, la vérité la plus simple, celle pour laquelle tout cela avait été entrepris, est restée dans la cellule. Une femme adulte, marquée par les coupures et le froid, cessait de trembler dès le 3e soir si elle respectait le couloir de chaleur et une alimentation modérée. L'ulcère, qui était encore couvert de laine la veille, cessait de sentir et de tirer vers le 5e jour, grâce à des lavages à l'eau vinaigrée tiède et à un tissu propre. Les vertiges de celle qui avait porté la blanchisserie pendant une semaine disparaissaient après une courte sieste et la suppression des travaux pénibles pendant une période convenue. Ces modestes victoires étaient inscrites d'une main sûre dans le registre et, s'additionnant les unes aux autres, formaient un mur à travers lequel le mythe avait de plus en plus de mal à se frayer un chemin. À la fin de la saison, la direction a pris une mesure qui a consolidé le changement pour les années à venir. Elle a affiché à l'entrée une liste publique des principes de soins et l'a envoyée aux confréries. Il n'y avait pas un seul mot susceptible de susciter une controverse sur la morale. Il y avait 4 piliers, éprouvés par la cellule: la dignité du patient adulte, un minimum de propreté et de chaleur comme responsabilité collective, la modération contre les extrêmes, la vérifiabilité par la comptabilité et les registres ouverts. À côté, se trouvait une liste exemplaire avec des cachets et une feuille d'exemple afin que toute personne intéressée puisse voir comment un langage prudent était associé à l'action. Ainsi, l'accusation de débauche de la science a perdu toute sa substance, n'ayant plus rien à jouer. Il ne restait plus qu'une routine dans laquelle les mots inutiles n'avaient là pas leur place. Et pourtant, l'histoire ne se termine pas en fanfare. L'humidité pénétrera à nouveau dans la pierre, la suie se déposera à nouveau sur les poutres, les mains de quelqu'un se craquelleront à nouveau à cause du vinaigre et de l'eau. Mais désormais, la cellule dispose des outils nécessaires pour survivre à une nouvelle saison. Un langage invulnérable dans sa forme qui ne dit que ce qui est nécessaire pour s'en aller. Des registres où chaque mesure est liée au résultat, des accords avec la ville qui atténuent les extrêmes, un réseau de petites habitudes qui valent plus que les gestes spectaculaires. C'est ce choix humain qui rend la fin possible, renoncer à la tentation de brandir la morale là où il faut apporter de l'eau bouillante et ne pas lâcher le tissu avant que les tremblements ne cessent. Dans cette obstination se cache une victoire silencieuse sur le soupçon. À l'approche de l'hiver, lorsque la pierre a commencé à refroidir de l'intérieur, l'infirmerie fonctionnait comme un mécanisme bien huilé, et autour d'elle s'était formé un réseau d'habitudes qui ne dépendait plus de la bonne volonté de quiconque. Les ménagères faisaient bouillir de l'eau avant de mettre les cruches à l'ombre, les blanchisseries changeaient les lourdes tâches des femmes adultes après les fièvres, les confréries gardèrent des réserves de vinaigre et de tissu selon la simple règle des pics saisonniers. Les médecins de la ville demandaient de plus en plus souvent d'abord des informations sur l'alimentation, le sommeil et la chaleur, puis seulement ensuite sur les herbes et les incisions. Le discours sur le luxe des soins semblait dépassé. En un an, il avait perdu tout lien avec la réalité, où les résultats ne se mesuraient pas en mots, mais en eau bouillante, en tissu propre et en horaire. Dans les registres, cela semblait sec. Les tremblements des personnes épuisées disparaissaient plus rapidement. L'odeur des plaies persistait moins longtemps. Les évanouissements étaient moins fréquents. Le retour à un travail léger ne prenait plus des semaines, mais des jours, écrits en toutes lettres.
Mais derrière cette sécheresse se cachaient des visages humains, et c'est précisément pour cette raison que l'ordre a survécu à une nouvelle vague de soupçons. Le dernier coup est venu de là où on l'attendait, mais il a tout de même fait sursauter. Un recueil sur la protection de la pudeur du langage a été préparé, prescrivant de transférer toutes les notes sur la douleur des femmes adultes dans des archives fermées. Le paquet de papier avait l'air correct, mais dans les cellules, cela aurait signifié une perte de mémoire. Le monastère a répondu avec les mêmes outils qui l'avaient aidé toute l'année. Des feuilles standardisées ont été posées sur la table, objectifs, procédures, mesures, signes d'arrêt, résultats attendus, comptabilisation par jour. À côté, des listes types avec des cachets et des feuilles d'exemple où chaque formule prudente était liée à un cas. À la demande des administrateurs, des relevés des livraisons en nature ont été joints, bois, vinaigre, tissu, céréales, avec des notes indiquant les semaines où la consommation était particulièrement importante. Le troisième paquet contenait un bref rouleau de principes de soins, déjà familier aux confréries urbaines, la dignité du patient adulte, un minimum de propreté et de chaleur comme devoir de la communauté, la modération contre les extrêmes, la vérifiabilité par la comptabilité. Ce paquet s'est avéré plus fort que prévu. Demander la fermeture des registres, alors qu'on avait sous les yeux un formulaire soigné, neutre et utile, revenait à s'opposer à l'eau bouillante et à la toile. Le document sur la chasteté du langage s'est discrètement évanoui dans le bureau, et la norme est restée, telle une poutre en bois, sur laquelle s'appuyaient désormais le monastère et la ville. Ensuite, le travail a commencé, non pas pour les chroniques, mais pour la mémoire. Dans le scriptorium, on a rassemblé un bref résumé des soins, non pas pour la beauté, mais pour pouvoir le tenir entre ses mains avec les doigts mouillés. Il comprenait les lignes qui avaient résisté à toutes les visites. De l'eau chaude en petite quantité en cas de frisson, des lavages au vinaigre pour les ulcères, le refus des incisions en cas de signe d'épuisement chez les femmes adultes pendant la saison froide, des couloirs chauds et calmes, remplacement des travaux pénibles, sieste pour ceux qui étaient épuisés par les veilles et le travail, aération sans refroidissement excessif, interdiction d'utiliser des chiffons en laine sur les surfaces purulentes. En face de chaque point figuraient les résultats concrets et des exemples tirés du registre. Ce recueil était recopié pour les confréries, les maisons paroissiales, les ménages qui devaient maintenir leur maison en hiver, à la limite entre la chaleur et la fumée. Avec le recueil, les principes suivants se sont répandus parmi la population. Ne pas humilier la dignité, ne pas confondre la honte avec le traitement, ne pas économiser là où l'économie tue. La ville a également connu un changement qui figure rarement dans les mémoires. Plusieurs administrateurs, lassés des tracts et des ragots, ont déclaré que désormais, leurs dons seraient versés selon les règles de transparence, pour des cruches, des toiles, du bois et des herbes médicinales, sans conditions moralisatrices. Ils demandaient seulement une comptabilité ouverte et des rapports réguliers sur les résultats. Cet accord n'était pas une victoire pour une seule partie, c'était un accord entre adultes où les deux parties comprenaient leurs responsabilités. Pour la cellule, cela signifiait la prévisibilité. Les couloirs chauffés ne dépendaient plus des caprices, le stock de tissus propres ne s'épuisait plus à cause des tracts étrangers, l'eau bouillante arrivait à l'heure voulue. Pour la ville, cela signifiait la clarté. Combien a été investi, combien a été économisé, où il y a encore des faiblesses. Ainsi, l'économie des soins s'est enfin redressée et a cessé d'être otage de la rhétorique. Il y avait bien sûr des coûts personnels qui ne figuraient pas dans les tableaux. Les soignants continuaient à avoir mal aux mains et au dos, leurs yeux se fatiguaient sur les marches semi-obscures de la cellule, certains avaient du mal à retrouver le sommeil après des hivers passés à faire des visites sans fin. Le monastère les retenait
grâce à la même norme, courte période de repos obligatoire, bain chaud pour les mains, changement à la cuve et à la table, déjeuner léger pour ceux qui restent debout toute l'heure. Ce n'est pas de la piété, mais de la logistique de survie. Lorsque les piliers du système ne tombent pas, ceux qui sont assis sur les bancs ne tombent pas non plus. Et c'est là que l'on comprend pourquoi le langage prudent de Hildegarde ne parle pas de courage, mais de responsabilité. Il n'est pas complexe par l'art des images, mais par son attachement à un bol d'eau bouillante et à un tissu propre. Plus loin, le texte cesse d'être un prétexte et devient un instrument. Les communautés voisines n'ont pas repris les métaphores, mais les procédures. Une arithmétique triste mais sensée se répandait dans la ville. Moins de coupures en hiver en cas de signe d'épuisement, moins d'évanouissement, plus d'eau bouillante, moins de fièvre nauséabonde, plus de tissus propres, plus de plaies cicatrisées, plus de silence après les lavages, moins de crises. Quand on demandait ce qui restait au final, la réponse n'était pas héroïque. Il restait des manuscrits, débarrassés du superflu et renforcés par des cachets. Il restait une norme d'enregistrement qui réduisait toute passion à un objectif, une procédure, une mesure, des signes d'arrêt et une comptabilité. Il restait des recueils de résultats auxquels se réfèrent non pas les politiciens, mais ceux qui, la nuit, placent un sceau devant la porte de la cellule. Il restait des principes qui n'exigent pas la foi, mais la discipline, la dignité d'un patient adulte, un minimum de propreté et de chaleur, la modération, la vérifiabilité. Ainsi, la fin de cette chronique résonne doucement, comme une respiration qui se stabilise. Le mythe selon lequel l'Église interdisait tout n'a pas disparu, mais il a perdu de son sens là où la communauté a systématiquement organisé les soins et protégé le langage nécessaire à cette cause. L'accusation de débauche de la science ne s'est pas noyée dans les disputes, mais s'est dissoute dans une procédure où chaque étape est responsable du résultat. Les textes n'ont vaincu personne, ils ont simplement survécu, car ils sont signés par l'argument le plus lourd, le soulagement de la douleur de ceux qui sont sortis de l'infirmerie à la lumière du jour. Et si, dans quelque temps, un nouveau document exige à nouveau de calmer les mots, on y répondra non pas par un slogan, mais par la séquence habituelle. Eau bouillante, tissu propre, vinaigre en petite quantité, couloir chaud et silencieux, inscription dans le registre avec des mots. Ce sera là le véritable résultat. Les textes sont restés comme un guide pour les soins, car derrière eux se cachent non seulement des lettres, mais aussi les mains qui tenaient les bols lorsque les discours conventionnels tentaient à nouveau de parler plus fort que la douleur humaine.